Allez, c'est parti. Eh bien, écoute, bonjour Raphaël. Salut Jennifer. Bienvenue dans mon premier podcast, Boussole et Trajectoire, de chez Mira. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour parler du management, parce que finalement, t'es quand même l'expert dans ça. Si, quand même, pour Attention avoir lu... cheville. Oui, c'est vrai, mais pour avoir lu ton livre Feedback, je le trouve vraiment très, très important aujourd'hui pour le monde de la finance. Merci. Et c'est pour ça, je vais te laisser te présenter. Tu te présenteras beaucoup mieux que je suis en train de le faire actuellement. Merci beaucoup pour ton accueil déjà. Donc, je m'appelle Raphaël Maisonnier, je suis un des cofondateurs et CEO de Fasterclass. Fasterclass, on est un organisme de transformation, j'aime bien dire, et de coaching qui a pour mission d'aider les dirigeants et leurs équipes à construire une performance qui soit à la fois collective et durable. Pour le faire, on s'appuie sur notamment les soft skills. Et on a 3 spécialités dans les soft skills, et une des 3 est le feedback. Les 2 autres, c'est le leadership avec notamment le prisme de l'élément humain. Et la 3e, c'est tout ce qui a trait à la conduite du changement et au growth mindset. Tu as pu voir dans ton parcours professionnel justement des managers qui peuvent arriver sur place, qui n'ont pas forcément 15 ans d'expérience ou qui doivent manager des gens qui sont en poste depuis longtemps. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? Moi, je suis plus d'avis que... Après, ça n'engage que moi, mais l'humain doit passer peut-être avant l'expertise. Alors là, on vient toucher à plein de choses, mais c'est vrai qu'on a tendance à, tu parles d'humain et d'expertise, on a tendance à voir le management comme une suite logique dans une carrière. Et donc quelqu'un qui est un bon expert ou qui performe, qui est un bon opérationnel, on va le promouvoir manager pour le récompenser. Un des enjeux, c'est, mais déjà, est-ce que cette personne a les capacités d'être manager ou pas ? Parce que c'est pas forcément le cas, et c'est un autre métier d'être manager versus d'être expert dans son métier. Expert technique, j'entends. Et deuxièmement, est-ce qu'elle en a l'envie ? Est-ce qu'elle a l'appétence ? Est-ce que ça s'apprend ? Ça s'apprend. Et est-ce qu'elle a conscience aussi, parce qu'elle peut avoir envie, parce qu'elle peut se faire une fausse idée, donc est-ce qu'elle a aussi conscience de ce que ça implique d'être manager ? Et donc des bons et des moins bons côtés, on va dire, de ce métier-là. Ça, c'est pas sûr. Une fois qu'on a dit ça, alors je peux pas donner un conseil comme ça à n'importe qui, enfin ça serait trop présomptueux, je suis pas sûr qu'il y a pas qu'une seule bonne façon de faire. L'humain est essentiel, en tout cas on gère des humains. C'est difficile de construire une équipe qui va marcher en faisant complètement abstraction de la partie humaine, enfin c'est inenvisageable à mes yeux, quoi. Et finalement, juste un bonjour le matin aux équipes et un petit mot à chacun, ça peut être déjà... bénéfique. C'est vrai que ça, moi, j'ai pu le constater. Il y a dans des services, on nommera pas le nom des entreprises, mais il y a dans des services où ils ont pu se battre, la hiérarchie, pour qu'au moins le manager dise bonjour à ses équipes. C'est probablement des personnes qui ne souhaitaient pas être manager, ou en tout cas qui ont voulu l'être pour de mauvaises raisons. Peut-être pour le statut, parce que c'est ce qu'il faut faire dans sa carrière. Donc après, c'est aussi le rôle des entreprises de valoriser d'autres parcours de carrière, peut-être des parcours d'experts justement qui sont très valorisés autant que le management, etc. Mais je pense qu'un des maîtres mots, c'est la considération. On entend souvent parler de respect, mais je trouve que le respect, on peut respecter un chef, on peut respecter quelque chose, mais que ce soit juste un peu transactionnel ou c'est comme ça, alors que vraiment de la considération du manager pour les autres personnes dans son équipe et pour tous les autres êtres humains qui l'entourent, c'est... je te considère simplement en tant que personne, quoi. Et en tant que personne, tu existes. Donc, bah oui, je vais te dire bonjour, je vais prendre en compte tes attentes, on va prendre en compte aussi les besoins de l'entreprise, le niveau de performance qu'on doit obtenir ensemble, etc. Mais on se considère. Je ne sais pas du tout si tu connais un peu le monde de la gestion de patrimoine. Un petit peu. Tu as les conseillers en gestion de patrimoine et tu as ceux qui sont dans l'ombre, dans les compagnies, qui gèrent les dossiers. Ils vont gérer... un tas de dossiers toute la journée, des mails, des appels téléphoniques, et c'est vraiment des tâches parfois rébarbatives, mais des fois où il faut quand même, souvent d'ailleurs maintenant, 70% de la journée, il faut réfléchir sur les dossiers. Et c'est vrai que on les a toujours vus un peu comme les petites mains. Ouais. Et donc chacun a sa tâche, chacun travaille toute la journée, et il peut avoir un manque de considération. Ouais. Bah ça, je pense que c'est destructeur. Enfin, quand on travaille sans se sentir considéré, on a tout simplement plus envie de travailler, quoi.
Si je suis personne, si je suis qu'un numéro, à quoi bon? Et même on a envie de montrer qu'on existe. À certains égards, on peut avoir la tentation de faire un peu de greffe du zèle pour montrer que voilà, sans moi en fait c'est pas si simple que ça. Mais voilà, l'enjeu de la considération est énorme. Et c'est pour ça d'ailleurs que le turnover est énorme. Beaucoup pensent, les directeurs commerciaux, et encore c'était avant. Aujourd'hui, tout le monde s'est aperçu que sans ce cœur de métier, ces petites mains, comme il le disait à l'époque, ce métier de l'ombre, il n'y a plus rien qui fonctionne. Oui. Et donc, du coup, on essaye de revaloriser, mais c'est quand même mal fait, on va dire. Donc, le turnover peut être énorme. Généralement, quand il y a un problème de turnover, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on n'a pas un problème de management? Et la question qu'eux se posent, c'est « Ah, le métier n'est pas assez intéressant ». Alors que oui, tout à fait. En fait, c'est simplement des fois à cause d'un management, parce que ce sont des personnes qui exécutent des dossiers toute la journée, donc elles ne font pas partie intégrante de la mise en application des textes, par exemple. Est-ce que pour toi, un vrai manager doit donner la parole à ses équipes? Quand est-ce que ça doit commencer et jusqu'où ça doit se terminer? On n'est pas des machines, on a des émotions. Les émotions, je pense que c'est une erreur de considérer que c'est quelque chose de complètement irrationnel ou quelque chose qui n'a pas sa place au travail. Parce qu'à force de les réfréner, à un moment, ça pète. Les gens partent, ou peuvent être en arrêt maladie, ou voilà, faire des greffes du zèle, mettre des bâtons dans les roues à cause des émotions qu'ils ressentent. Et je pense que le mieux, c'est de considérer les émotions comme des indicateurs. Comme une espèce de tableau de bord qu'on a dans notre voiture. Alors on peut faire sans émotion et donc dire je regarde pas mon tableau de bord de ma voiture, je regarde pas mon niveau d'essence, ma vitesse, la température du moteur, etc. Mais bon, à un moment, soit je vais aller trop vite, je vais avoir un accident, je vais avoir une panne d'essence, etc. Donc les émotions, il faut vraiment les voir comme une information. Et se dire, tiens, je ressens ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui vient être activé chez moi? Et parfois, ça peut être aussi des émotions, soit on pense à des émotions négatives, mais ça peut être des émotions positives, entre guillemets. Et tiens, qu'est-ce qui m'a rendu heureux? C'est quoi ce truc où je me sens, où je m'épanouis, que je devrais peut-être renforcer, ou ce truc dans lequel je suis bon, peut-être que j'ai fait plus vite que les autres, où je me suis senti valorisé, etc. On a tendance, je trouve, dans notre monde à être assez manichéen, de c'est tout blanc, c'est tout noir, il faut absolument faire comme ci, ou il faut pas faire comme ça, etc. Je pense qu'on vit dans un monde qui est très complexe. Il y a certaines situations où il faut savoir donner des ordres, et c'est le plus efficace, c'est donner un ordre. On a besoin d'un résultat à court terme, et faut pas discuter, c'est pas le moment, c'est comme ça. Il y a d'autres moments où le mieux c'est de réussir à collecter l'avis ou la perception de ses équipes, de les prendre en compte, de prendre plus de temps pour investir quelque chose dans la durée et qui soit plus approprié, que les gens ensuite le portent aussi. En tant que manager, on est toujours, je constate, dans une espèce d'équilibre instable entre plein de compétences. On doit à la fois, par exemple, challenger ses équipes pour les pousser et en même temps les protéger, mais leur demander de prendre des risques et en même temps savoir dire ce qui va pas et en même temps ne pas être un salaud. Non mais enfin voilà, c'est vraiment toujours vrai. Un peu ça, et savoir donner des ordres et savoir donner des feedbacks qui sont pas des ordres et savoir être dur quand il faut être dur et savoir être doux quand il faut être doux. Donc c'est vraiment pas un métier facile. S'il y avait un unique manuel, voilà comment faut faire, one size fits all, qui marche avec tout le monde et tout, je pense que ça se saurait, et malheureusement c'est pas si simple. Et en même temps ça s'apprend. Ça s'apprend à la fois en comprenant comment les personnes fonctionnent, de quoi les personnes ont besoin, on peut se former au management, et en même temps aussi ça s'apprend sur le terrain en pratiquant et en recevant du feedback en fonction de ce qu'on a fait, qui a bien marché, qu'on doit garder pour les prochaines fois, en voyant ce qui n'a pas si bien marché, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, et voilà. Et du coup, ton feedback, tu le vois comment? Tout au long de la semaine, des mois, toute l'année, ou simplement au moment des augmentations? Ou justement, le collaborateur n'ose même pas dire ce qu'il pense vraiment, ouais. Parce que finalement c'est ce qui se passe la plupart du cas. Ou si la relation collaborateur-manager est peut-être un petit peu tendue, on pense que son manager
n'est pas très sympa, Ouais. on dira jamais la vérité. Ouais. Alors les équipes maintenant font des sondages anonymes. Mais les collaborateurs se disent non, c'est pas vraiment anonyme. Et après, je vais avoir des problèmes. Et donc, justement, comment mettre en relation cette relation de confiance, en fait, entre la hiérarchie et les collaborateurs? Pour revenir sur le feedback dont tu as parlé, je pense que peut-être l'une des pires choses à faire, ça serait de se dire j'ai un moment de feedback dans l'année, c'est au moment des évaluations annuelles, et donc on va faire le feedback à ce moment-là. Ça, je constate que pour le coup, ça ne marche pas. Oui, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Comment on peut attendre que les collaborateurs acceptent le feedback et réagissent bien au feedback qu'ils reçoivent Impossible. alors qu'il y a leur promotion ou leur augmentation qui est en jeu? Il a cherché la petite bête pour pas m'augmenter. Voilà, et donc là, ça va être non, mais il y a un agenda caché. Enfin voilà, c'est pour pas m'augmenter, etc. Donc moi, tiens, je vais être en mode négociation, un peu confrontation pour défendre mon bout de gras et dire bah non, ça c'est pas tout à fait vrai. Je mérite telle augmentation, etc. Et d'ailleurs, une des confusions du feedback, c'est feedback et évaluation. Le feedback, il doit pas y avoir d'enjeu derrière quand on en donne, et c'est vraiment avec l'intention d'apprendre quelque chose à l'autre. Et le feedback, dans ce cas-là, de le faire tout au long de l'année, pour justement le jour de l'évaluation, avoir la meilleure évaluation possible. Mais on est rien censé découvrir le jour de l'évaluation annuelle. Quand on reçoit du feedback au quotidien tout au long de l'année, le jour de l'évaluation, on n'a pas de surprise. Et c'est comme ça que les équipes évoluent. Et c'est comme ça que les équipes évoluent, et j'irai même plus loin. En fait, en tant que manager, si on a observé quelque chose en février et qu'on attend l'évaluation annuelle de décembre ou de janvier pour faire le feedback à son collaborateur, et que du coup en plus on met une mauvaise évaluation parce que on dit voilà, depuis février ça se passe comme ça, c'est pas bien, on est co-responsable de la mauvaise évaluation. Complètement. Parce qu'on savait, on a été témoin, et on a gardé ça pour soi. Mais d'ailleurs, normalement, quand un collaborateur fait une bêtise, entre guillemets, sur un dossier, une erreur, même stratégique, la faute est censée revenir au manager. Parce que le manager est là pour transmettre, non ? Tu veux transmettre, former au quotidien ses collaborateurs. Alors, le responsable, faut voir jusqu'où on remonte après on fait comme ça, après, c'est le responsable du responsable, globalement, mais globalement, en ordre, généralement, pour la transmission et la formation. Ça vient ponctuellement des formations, dire aujourd'hui on va faire une formation sur les rachats d'assurance vie, ou est-ce que ça se fait au fil de l'eau? Sur le point de la responsabilité, je pense que j'ai deux petites choses là-dessus. Je pense que la première chose, dans le cas que tu as évoqué, ce qui est possible, c'est qu'on soit co-responsable. Pour arriver à cette erreur, peut-être que oui, le manager aurait pu mieux former son équipe. Peut-être qu'il n'a pas donné assez d'informations, etc. Peut-être que le collaborateur a lui aussi sa part de responsabilité. Et donc, on peut être deux personnes responsables. Ok. Deuxième point, quelque chose qui fait beaucoup de mal à nos organisations, c'est qu'on dépense beaucoup d'énergie à chercher les responsables et à essayer en fait de se dédouaner pour se protéger, de dire non, c'est pas moi, c'est Jean-Claude qui aurait dû faire ça ou qui a machin truc. Et on dépense trop de temps et d'énergie. Un classique. à chercher les responsables plus qu'à chercher les solutions. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je me suis permise de dire aussi le manager, parce qu'un manager qui dit c'est la faute du collaborateur, du coup il se dédouane et il ne trouvera jamais de solution. Voilà, alors le but c'est de trouver les solutions aux problèmes, et peu importe le responsable. Et en fait, si on très rapidement on tombe dans la sanction, dans le blâme, etc., on va amoindrir la sécurité psychologique. Du coup, on va avoir des collaborateurs ou des managers qui peuvent aussi faire des erreurs, qui vont avoir tendance à cacher les erreurs qu'ils commettent. Et ça, dans le monde de la gestion de patrimoine, c'est une catastrophe. Voilà. S'il y a une coquille, on ne la cache pas, on la met pas sous le tapis. Vaut mieux aller voir son manager et lui dire on rattrape comment. Et du coup, moi, ça montre que le manager, on a confiance en lui, que de tout cacher et puis tout se révèle un an plus tard et là, c'est une catastrophe. Je pense que la base de la performance, c'est la sécurité psychologique. Parce que c'est ce qui permet de progresser au quotidien. Parce qu'on peut dire
partager les erreurs qu'on a faites et donc que tout le monde progresse collectivement dessus. On peut partager ses idées et on n'a pas peur de sanctions ou des conséquences qu'il pourrait y avoir. Et donc ça permet vraiment de beaucoup progresser et cette sécurité psychologique permet également de partager du feedback. Elle permet également à des collaborateurs de donner du feedback au manager parce que le feedback n'appartient pas à la hiérarchie. Tout le monde peut donner du feedback à tout le monde et le manager n'est pas omniscient. Lui aussi, il a besoin de feedback pour continuer de grandir. On n'est pas des produits finis. Toute notre carrière, on doit continuer d'apprendre pour continuer de grandir et de progresser parce que sinon, on va vite être dépassé. Il y a plus la vision de on apprend à l'école, après on travaille et puis après à la retraite, on se repose. En fait, aujourd'hui, tout bouge tellement vite. On apprend toute sa vie. Je pense même, ma vision, c'est qu'on aura des moments de repos et de retravail un peu tout au long de notre vie. À la retraite, on verra ce qui se passe d'ailleurs plus tard, oui, c'est pas sûr. Faut voir comment les choses évoluent dans la société. Voilà, d'avoir cette sécurité psychologique, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aussi faire grandir son manager. Parce que je parlais de responsabilité du manager si on observe quelque chose en février et qu'on le dit qu'en décembre. Mais pour le collaborateur, c'est pareil. S'il a observé quelque chose qui ne fonctionne pas chez son manager et qu'il ne le dit pas, et que c'est simplement des ragots à la machine à café, il y a, je sais pas moi, Camille, ma manager, elle fait n'importe quoi dans mon équipe. Et ça, c'est souvent. Hein. Voilà, et on me dit, mais tu lui as dit à Camille ? Jamais, j'ai envie d'avoir mon augmentation. Voilà, mais alors comment elle va faire pour changer ses pratiques, Camille, c'est pour pas progresser ? Mon problème. Bah ouais, mais ce n'est pas mon problème, étant donné que si je lui dis quelque chose, ça va me retomber dessus. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est empêché par le manque de sécurité psychologique. Donc la base de la base, c'est de réussir à développer une sécurité psychologique dans l'équipe pour pouvoir faire circuler le feedback. Et en faisant circuler le feedback, on permet à tout le monde, de mieux se connaître. Et pour pouvoir transformer les autres, transformer l'équipe, il faut déjà pouvoir se transformer soi. Et donc pour se transformer, il faut déjà se connaître. Deuxièmement, ça permet de développer les compétences. Troisièmement, ça permet de performer, d'améliorer la performance. Et au passage, en faisant du feedback positif, ça permet de remplir les réservoirs estime de soi des gens. Donc les gens se sentent plus solides sur leurs appuis, qu'ils sachent ce qu'ils font de bien. Et donc, plus on a une estime de soi élevée, plus on est capable d'accepter les choses à changer quand ça va pas ou quand on pourrait faire différemment pour s'améliorer. Et donc, qu'en penses-tu Et en plus, tout ça, c'est gratuit. Oui. Donc, faut pas demande le peuple. Voilà, que demande le peuple. Que penses-tu des collaborateurs qui s'entraident et qui peuvent faire tâche auprès du manager ? Tout ça, c'est du vécu. À chaque fois que je te donne des faits, ce sont des faits vécus. Alors, est-ce que tu peux expliciter ? Parce que s'entraident, moi, je trouve ça super. Mais oui. Et pourquoi ça fait tâche auprès du manager ? Il y a certains managers qui trouvent que ce n'est pas acceptable que les collaborateurs puissent s'entraider. Parce que du coup, eux, leur productivité peuvent baisser et c'est pas le travail des collaborateurs de s'entraider. Donc s'ils ont un problème, ils ont qu'à passer directement par le manager. Oui, ça existe. C'est fou. Hein. Je trouve ça étrange. C'est étrange. Hein. Je trouve ça étrange. Ouais, je pense pas que ce soit la meilleure façon de faire. Au contraire, de favoriser l'entraide, je pense que c'est une très bonne chose plutôt que les comportements individualistes. Une des questions à se poser, c'est dans l'équipe, quels sont les comportements que je souhaite valoriser et ceux que je souhaite réfréner en tant que manager, en lien notamment avec les valeurs qu'on a peut-être définies, que ce soit au niveau groupe, si on est dans un grand groupe, ou au niveau de l'entreprise ou de l'équipe. Parfois, c'est de l'équipe. Il semblerait que même quand tu es dans un grand groupe, que même la DG ait un esprit incroyable pour une entreprise. Donc elle connaît le monde du travail, elle n'est pas arrivée comme ça tout de suite, qu'elle a pu voir, comprendre, et que c'est une DG vraiment incroyable. Malgré qu'elle puisse transmettre ça à la DRH et au RH derrière, ça ne suit pas forcément dans les équipes. En fait, il y a tout un enjeu au niveau groupe. Enfin, ça dépend de plein de paramètres. La première chose, mine de rien, ça reste l'exemplarité des dirigeants. Oui. Parce que quand le fait que je dis pas ce que je fais, ça ne marche pas. Enfin, il y a René Girard qui a montré, c'est un des pères de l'anthropologie française, il a montré que un des comportements humains les plus ancrés, c'était le mimétisme. Oui, c'est vrai. Si je tends la main pour serrer la main, l'autre personne va la serrer. Si je souris, on va avoir tendance à me sourire, etc., etc. Et les dirigeants, le mimétisme avec eux est encore plus fort parce qu'ils sont continuellement observés. Et si les chefs agissent comme ça veut dire qu'il faut agir comme ça dans l'entreprise. Donc,
l'exemplarité des dirigeants est vraiment essentielle. Ensuite, ça peut ne pas suffire, notamment par peut-être manque de clarté, où il peut y avoir un discours officiel et en fait un discours officieux de c'est comme ça que ça se passe. Donc le dirigeant peut avoir une vision très belle, des très bonnes valeurs, et par exemple, je sais pas, manquer de courage, et donc laisser des comportements dérivés par des gens, des N-1 ou des N-2, qui eux ensuite vont faire ruisseler en dessous d'eux. Et donc c'est là où définir le cadre, quelles sont les valeurs dans la boîte, quels sont les comportements attendus associés à ces valeurs, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et être intransigeant avec ça, je pense que c'est le plus important. Et finalement, c'est un travail de tous les jours, de contrôle quelque part. Alors ouais, le contrôle, je sais pas, en fait c'est un cadre de vérification. C'est un cadre dans lequel les gens peuvent agir totalement libre, et en même temps on ne transige pas avec ce cadre. Et je pense que c'est d'autant plus important avec des personnes qui sont très performantes entre guillemets à titre individuel. Imaginons par exemple un meilleur commercial, les gens vont l'observer. Et donc s'il rapporte beaucoup de chiffres mais qu'il transgresse toutes les règles, tout le cadre que vous avez mis en place, en fait le reste de vos collaborateurs va se dire en fait le cadre il sert à rien, voire faut le transgresser pour être bon, pour être entendu, etc., pour être considéré. Et en fait les bons agissent comme ça, donc moi je vais être bon, donc moi aussi je vais transgresser le cadre et ne pas respecter les règles. Du coup pour toi tout le monde doit être traité de la même manière, toutes les équipes, ou tu le fais par cas quand même, au cas par cas, pas selon les équipes et selon les personnes? Parce que le traité de la même manière, il est très dangereux. L'humain, on est tous différents. Donc tu exactement. as certains collaborateurs qui peuvent pas être traités de la même manière que d'autres. Non, je pense que le traité de la même manière est très dangereux. Et je fais une différence entre égalité et équité. L'égalité, ça serait de dire, voilà, j'ai tout le monde exactement pareil. Mais du coup, tout le monde, je sais pas, les mêmes augmentations. Moi, en tant que manager, j'ai exactement le même temps avec chacun de mes collaborateurs. Tout exactement pareil. Ça, je pense que c'est une erreur. C'est même dangereux. Et c'est même dangereux parce que on entre un peu dans limite un système communiste. Et donc, que je travaille ou que je travaille pas, que je performe ou que je performe pas, il y a pas de conséquences. Pourquoi, du coup, me donner ou m'investir si, en fait, il y a aucun gain ou aucune conséquence derrière? Non, ça peut devenir et puis certains peuvent avoir c'est du sable mouvant, pas les mêmes besoins. Certains vont avoir besoin de plus d'autonomie, d'autres au contraire ils viennent d'arriver de plus de temps de la part du manager. Donc non. Par contre, l'équité, ça c'est quelque chose d'essentiel. On doit être équitable, et donc c'est les mêmes règles pour tous. On doit tous respecter les valeurs. Après, quelqu'un qui vient d'arriver, il a peut-être besoin c'est de l'intelligence émotionnelle du manager. C'est de l'intelligence émotionnelle du manager, et on peut même en parler avec ses équipes. Quels sont tes besoins en ce moment? Qu'est-ce que tu attends de moi? Certains vont dire, ou même comment je peux t'aider. Mais d'ailleurs, faire ça certains vont dire, tu peux m'aider en me laissant tranquille, en fait. Et, voilà, tous tes espèces de points de contrôle, c'est bon, je connais le métier, ça fait 3 ans que je le fais. Je suis autonome. Et faire ça régulièrement, c'est peut-être plus efficace qu'une fois par an. Oui, tout à fait. Et après, on peut avoir des points très opérationnels. Là, cette semaine, comment je peux t'aider? C'est quoi les objectifs de cette semaine? Et après, des trucs plus macro ou méta sur la carrière, sur des évaluations qui là peuvent être 2 fois par an. Ok, mais d'avoir des points réguliers d'expression pour comprendre, tiens, on fait rapidement un petit bilan de ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est, comment on avance, comment je peux t'aider. Voilà, et puis peut-être même y avoir des points très opérationnels toutes les semaines, voire tous les jours selon les métiers. On se fait un petit stand-up meeting, on se réunit, qui fait quoi, clac, comment on peut même tous s'entraider, et avoir des points, peut-être une fois par mois, on fait un peu le bilan du mois, de comment tu te projettes sur le mois prochain, qu'est-ce qui a bien marché ce mois-ci, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui a moins bien marché, comment on peut corriger ça pour le mois d'après, qu'est-ce que tu attends de moi en tant que manager, est-ce que tu attends de moi que je sois plus présent, est-ce qu'il y a des sujets où tu ne savais pas faire et je t'ai laissé pédaler dans la semoule, et au contraire, il faut que je sois plus avec toi, moi-même le faire avec toi au début pour te mettre le pied à l'étrier. Au contraire, est-ce que non, là tu sais, tu as subi ma présence comme un contrôle et un manque de confiance. Parce que parfois, ça dépend des personnalités. Voilà, ça va dépendre de l'expertise de la personne, est-ce qu'elle se sent compétente ou pas, et ça va dépendre de sa motivation. Grosso modo, il y a 2 grands facteurs. Est-ce qu'elle est motivée ou pas, et est-ce qu'elle se sent compétente ou pas. Si elle est motivée et compétente,
En gros, laissons-la faire toute seule. À l'inverse, si elle n'est ni motivée ni compétente, il y a peut-être un souci. Là, il y a peut-être un souci. Et donc, c'est là où le manager, peut-être, elle est plus micro-managée. Oui. Ou en tout cas, montrer, parce que si elle n'est pas motivée, pas compétente, si on fait rien, il va rien se passer. Donc, il y a un des enjeux, c'est de réussir à rehausser les niveaux de compétences. Parce que peut-être qu'avec la compétence, ça peut rehausser la motivation. Et aussi rehausser peut-être la motivation et pour donner l'envie de progresser et d'être plus compétent. Et après, si on reste trop dans une zone ni motivé ni compétent, à long terme, ça va pas marcher. Non, c'est sûr. Il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème. Et du coup, lorsque tu as des transformations dans les sociétés, il y en a beaucoup en ce moment, dans beaucoup de sociétés, il y a des transformations parce que la productivité change, la société évolue. Et donc, du coup, il y a pas mal de transfos. Elles sont pas forcément bien accueillies. Peut-être parce que les collaborateurs ne sont pas mis dans les discussions. Parce que finalement, c'est peut-être eux quand même qui travaillent au final. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt les mettre tout de suite dans les discussions et prendre en compte ce qu'ils disent? Je pense que tout le monde travaille. Les collaborateurs, les managers, les dirigeants. Donc tout le monde a une perception. Exactement. Ouais. Et on ne peut pas faire sans la perception de tout le monde. Ça serait un puzzle incomplet. Et si on décide d'une transfo sur un coin de table et qu'on décide tout sur un coin de table et qu'on veut ensuite imposer cette transformation à l'ensemble de l'organisation, nécessairement, il va y avoir des gens qui vont résister. Oui, il y a un problème aussi. Il va y avoir un problème. Quand on a une grosse transfo, ça peut générer des peurs. Il y a 3 grandes peurs, notamment si on se réfère à l'élément humain de Will Schutz. Les transfos vont taper sur toutes ces 3 peurs. La première, ça va être par exemple, est-ce que je me sens à ma place dans le groupe ? Ou est-ce que là, vu que ça va bouger, est-ce que je vais peut-être pas être à ma place ? Ensuite, est-ce que je me sens compétent ? Et si on redéfinit le métier, si on redéfinit mon job, mon périmètre, etc., est-ce que je vais être compétent ou pas ? Et après, il peut y avoir, est-ce que je me sens aimé ? Tout simplement, j'avais mon équipe, on s'aimait bien, si je perds mon équipe ou que ça bouge... Oui, ça fait 10 ans que je suis avec eux. Voilà, est-ce que les prochains, ça se trouve, je vais pas les aimer ? Oui. Je sais pas qui on va me mettre dans les pattes. Et donc, toutes ces choses-là, on peut pas nier ces craintes, en fait, elles existent. Et donc, comment est-ce qu'on les accompagne ? Comment est-ce qu'on essaie de voir aussi les opportunités liées à ces transformations ? Oui. Donc, dans quelle mesure ça pourrait être mieux, en fait, que la situation actuelle ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit mieux ? Et bien alors, 2 faits réels, parce que j'aime bien les faits réels. 2 entreprises différentes, toujours dans le monde de la gestion de patrimoine, donc ça va être des compagnies d'assurance. Transfo, nécessaire, obligatoire. Sondage fait et réunion faite avec les collaborateurs. Donc, ils se sont sentis investis et donc ils étaient contents. Ouais. Et donc, à chaque fois, ils prennent part et ils prennent ça très au sérieux. Et une fois les résultats qui tombent, tout ce qu'ils ont pu dire ne sont pas forcément pris en compte. Ouais. Catastrophe. Rien n'a été pris en compte ? Pas vraiment, ils partent du principe qu'ils n'ont pas été écoutés. Ouais. Alors, c'est pas parce qu'ils n'ont vraiment pas du tout été écoutés, mais au final, eux, ils ressentent qu'ils n'ont pas été écoutés. Ouais. Donc, juste ce sentiment-là, qu'il soit vrai ou faux, ça reste un sentiment qu'ils ont. Donc après, ça part mal. Ah bah oui, et sûr. après, il faut ramer pour les faire accepter. On sous-estime souvent l'impact de la communication. Il y a une équation que j'aime bien. E égale Q fois A. Donc c'est l'efficacité de ce qu'on veut faire d'une transfo, par exemple. Elle dépend de Q, c'est la qualité, et A, c'est l'adhésion. Et donc, par exemple, on peut se faire un score sur 100 pour matérialiser la chose. On travaille très souvent sur la qualité de la transfo qu'on veut mettre en place. On la pense très très bien, on y passe des heures et des heures. Et donc, mettons qu'on soit à 9 sur 10 en qualité. Si on a 0 adhésion, c'est catastrophique. 9 fois 0, ça fait toujours 0. Quoi. Et donc, l'efficacité, ça va être 0. Et parfois, il vaudrait peut-être mieux passer un peu moins de temps sur la qualité, même quitte à avoir un 7. Mais si on a un 7 ou un 8 en adhésion, 7 x 7, 49, 8 x 8, 64, 9 x 9, 81. Voilà. Et l'adhésion est essentielle.
Si on n'a pas d'adhésion, tout ce qu'on a fait tombe à l'eau en fait. Oui, ça fonctionnera pas. Et la perception des gens est essentielle là-dessus. Ce qui est terrible, c'est si ce que tu as décrit, c'est on dit aux gens, parce qu'on va créer en plus une déception, on va vous écouter, dites-nous comment vous percevez la chose, quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, ce que vous aimeriez, etc. Pour ensuite, si on n'en fait rien... Alors ils en font peut-être quelque chose, mais et donc de réussir à l'expliciter. C'est ça. Et après, je dis pas qu'il faut tout prendre en compte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, même dans les retours des collaborateurs, des retours qui sont antagonistes, oui, les uns les autres. Mais la direction gagne à prendre en compte tout ce qui a été remonté. Ensuite, c'est son job de trancher, de voir ce qu'elle garde pas, et de faire une espèce de synthèse. Et après, dire pourquoi on garde pas, ensuite peut-être. De dire et d'expliquer. Voilà, pour que les gens aussi comprennent. Enfin, les gens sont des adultes. Oui. Ils peuvent comprendre que... Mais dans le monde du travail, ce sont des enfants. Si on fait un sondage, je pense que beaucoup de collaborateurs diront on nous prend pour des enfants. Voilà. On calcule le temps de pause que nous avons. Si on les prend si on les traite comme des enfants, ils vont agir comme des enfants. Ah mais oui, mais au final c'est ça, parce que du coup si ils sont pas considérés comme des adultes, et au final ils vont respecter vraiment à 16h je pars, 16h. Il y a un dossier, c'est pas grave, c'est 16h. Et je pars. Et si au contraire on les responsabilise et en fait on les prend pour ce qu'ils sont, des adultes, ils vont faire même des heures sup sans qu'on leur demande. Ouais. Oui, tout à fait. Ça, on ne peut pas attendre de personnes qu'elles agissent comme des adultes si on les traite comme des enfants. C'est ça. Si on veut des adultes, on les traite en adultes. Si on veut des enfants, on les traite en enfants. Après, il peut y avoir des entreprises qui vont se dire moi j'attends des personnes qui font exactement leurs horaires, qui ne font pas plus que ce qu'on leur demande, qui ne réfléchissent pas, etc. Ça peut être un choix. Ça doit être rare quand même. Tu ne penses pas que c'est l'objectif du patron, si ? J'ai vu une étude qui regardait la performance de l'entreprise selon la manière dont étaient traités les salariés d'un point de vue qualité de vie au travail, autonomie, développement des compétences, etc. Et en fait, ça fait une courbe en U. Les entreprises les plus performantes étaient au choix, soit au tout début ceux qui traitent le plus mal leurs salariés. D'accord. Puis après, ça descend. Et plus on investit dans le fait de bien traiter ses salariés. Ta courbe. Puis après, une fois qu'on passe un certain seuil, la performance explose quand on traite bien ses salariés et qu'on leur donne de l'autonomie. Oui, ça je préfère quand même. Mais la réalité du terrain, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on investit 0 €, qu'on les paye mal, etc., alors on va peut-être faire moins d'argent à la fin, mais on dépense tellement peu, tellement rien qu'on va faire des marges. Donc ça, c'est une possibilité. Oui. Et l'autre possibilité, quand on baisse la courbe et hop, après on repasse un certain seuil, si on investit un peu, c'est pas suffisant, on va pas embarquer les gens, on va pas les développer suffisamment, et donc c'est de l'argent presque jeté par les fenêtres, on va dire ça comme ça. Et donc on réduit la performance. Et passé un certain seuil, on réaugmente la performance, et après on peut faire exploser la performance en traitant mieux les personnes de l'organisation. Là, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. La génération d'aujourd'hui est complètement différente de celle de nos parents, de nos grands-parents. Donc eux, c'est vrai qu'ils restaient dans une entreprise pendant 30, 40, 50 ans. On leur disait de faire des choses, ils le faisaient. Il n'y avait même pas de congé, ouais. Ou très peu. Aujourd'hui, on est passé de tout l'opposé. Ouais. Donc une personne qu'on va maltraiter, entre guillemets, ou qui ne va pas s'épanouir, restera pas. Je pense qu'on a grosso modo tous les mêmes besoins, peu importe les générations. On préfère tous être considérés que pas considérés. On préfère tous savoir pourquoi on fait quelque chose que ne pas savoir. Et en même temps, c'est plus important pour les nouvelles générations que les anciennes, parce que je pense qu'on n'a pas eu la même éducation. Si je pense à mes grands-parents, eux, quand ils étaient petits, à table, ils devaient bien se taire. On leur demandait pas ce qu'ils pensaient, pas leur avis. Tais-toi et mange. Tais-toi et mange. Et ils sortaient de table quand on leur disait qu'ils pouvaient sortir de table. Exactement. Et ils filaient dans leur chambre. Exactement. Nos parents, ils ont pu commencer à être là, écouter, etc.
nous donner notre avis et voir en fait les nouvelles générations. On leur a demandé de s'exprimer, de dire leur avis, de comprendre le pourquoi des choses, de trouver un sens. Et donc c'est des choses qu'on a valorisées dans l'éducation. Et ces générations-là, maintenant, arrivent sur le marché de l'emploi. Elles ne peuvent pas comprendre, faire des choses sans savoir pourquoi elles le font, le fait qu'elles ne doivent pas s'exprimer, etc. Alors que c'est quelque chose qu'on a valorisé dans leur éducation pendant 20 ans. Et donc c'est pour ça que finalement, la société française, pour parler que la France, parce que les autres pays, je ne sais pas forcément, c'est une société paternaliste. Du coup, dans le monde du travail, ça se ressent. On est aussi sur du paternaliste. Et donc aujourd'hui, on est sur un point de rupture. Parce que comme tu viens de le dire et de l'expliquer, aujourd'hui, les gens, ils ne demandent pas ça. Ils veulent de la reconnaissance, ils veulent savoir pourquoi ils font un travail. Ils veulent pas qu'on leur tienne forcément par la main, ils veulent pouvoir évoluer aussi dans une entreprise. Et donc, si les sociétés aujourd'hui ne prennent pas en compte, ils vont avoir pas mal de turnover. Au final, ils vont finir par eux-mêmes délocaliser leur entreprise, leur service, parce qu'ils vont dire qu'ils ne trouvent personne en France, alors que c'est faux. Et en fait, il y a vraiment deux grands types de management, si on regarde un peu l'histoire de l'humanité. Le premier type de management qui existe depuis l'aube de l'humanité, donc ça fait 2,8 millions d'années que le genre Homo existe, et c'est donc, on va dire, le management par soumission. Ça fonctionne plus, ça. Le plus fort de la tribu, celui qui cogne le plus fort qui devient le chef de la tribu, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre cogne plus fort et puis lui tape dessus et prenne sa place de chef de la tribu, etc. Et ça existe encore dans certaines boîtes, hein. Ça existe encore, et de dire que ça ne fonctionne plus, je pense que malheureusement, c'est un peu... On aimerait que ça ne fonctionne plus. Si on regarde autour de nous, ça existe encore dans certaines entreprises, ça existe dans certains pays. Xi Jinping, ça doit pas rigoler. Si on prend Poutine, ça doit pas rigoler très fort non plus. Et c'est beaucoup de management par soumission. Donc c'est des managers c'est même du leadership par soumission. Et il y a un nouveau type de management qui émerge depuis 60 ans, je dirais. Et donc aussi, la lutte est très inégale. On a d'un côté 2,8 millions d'années de management par soumission et 60 ans de on va dire leadership par engagement, où on s'est intéressé à comment engager, comment optimiser la performance en faisant s'engager les collaborateurs et toutes les personnes dans l'organisation. Et ce management n'a que 60 ans versus 2,8 millions d'années. On ne va pas montrer tous les attributs du pouvoir, mais au contraire, ça va être de l'humilité, ça peut être de l'opacité pour diviser, pour me régner, mais au contraire, ça va être de la transparence et qu'on veut mettre en avant et maximiser l'intelligence collective. Ça va pas être l'ordre, l'outil principal, mais ça va être le feedback. Ouais, et donc ça, c'est un deuxième type de management. Je recommande de ne pas être manichéen et de ne pas dire ça c'était avant et maintenant c'est comme ça, et il n'y a plus que l'un ou l'un. Quand on est leader, on a deux leviers. On a le levier engagement, on a le levier soumission. Parce que parfois, oui, il faut donner des ordres. Il faut donner des ordres, et c'est pas un gros mot. Et parce qu'aujourd'hui, je dis ça, je l'ai subi, je l'ai été moi-même. Quand j'ai créé ma boîte, je me disais, je veux pas être un manager à l'ancienne, je veux pas micromanager, donc je veux que les gens soient autonomes, etc. Donc je donnais jamais d'ordre, en fait, et je donnais pas de cadre. Et en fait, les gens... Non, ils en réclament quand même. Je voulais donner de l'autonomie, mais ils se sentaient abandonnés. Oui. Ils un minimum, quand même. Voilà, donc c'était, mais tu décides jamais... Enfin, je décide de rien, etc. Donc il y a des moments, c'est comme ça, c'est un ordre, mais ça doit être le moment minoritaire. Et la majorité du temps, ça va être du management par engagement. Mettons 80-90% du temps par engagement, 10-20% du temps par soumission. Je sais pas si on est dans la tempête. Oui. Un capitaine de navire, il va pas être là et dire alors intelligence collective, qui veut faire quoi, qu'est-ce que vous pensez, non, boum, il dit voilà, toi tu vas choquer, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, et on avance quoi, et on tranche. Mais on n'est pas tout le temps dans la tempête. Si on est tout le temps en crise, dans l'urgence, etc., c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une petite mauvaise organisation quelque part. Et typiquement, l'ordre, c'est quelque chose qui va donner un impact à court terme, mais qu'il va falloir répéter. Et on infantilise l'autre, donc c'est comme des enfants. Nos enfants, ils rentrent le soir de l'école, on dit fais tes devoirs. Et c'est un ordre, il faut que tu fasses tes devoirs pour demain. Et le lendemain, ils vont revenir, il va falloir redire fais tes devoirs. Et le surlendemain, il va falloir redire fais tes devoirs. Alors que
avec le feedback, la personne est libre de faire, contrairement à l'ordre. L'ordre, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le feedback, voilà, c'est je te propose de faire comme ça, mais c'est un feedback, t'en fais ce que tu veux. Quand on dit le feedback est un cadeau, voilà, c'est ça, c'est la personne. Un cadeau, c'est un acte libre d'une personne libre de le donner à une personne libre d'en faire ce qu'elle veut derrière. Si tu m'offres quelque chose, Jennifer, je suis pas obligé, tu m'offres une chemise, je suis pas obligé, ou un t-shirt, de le porter tous les jours. Tu m'offres un tableau, je suis pas obligé de le mettre en grand dans mon salon. Enfin, je peux l'aimer, pas l'aimer, le mettre à ma cave, voilà, je fais ce que je veux. Le feedback, c'est pareil. N'empêche que quand la personne a décidé de le faire sien, là, il y a un impact bien plus puissant qu'à court terme et il n'y a pas besoin de le répéter. C'est elle librement qui se l'approprie et qui décide de l'incarner et de porter le feedback. Et finalement, c'est juste de la bonne communication. Et c'est de la bonne communication. C'est de la bonne communication. Et alors, sur ces belles paroles, merci beaucoup pour ton temps et pour avoir accepté cette invitation. Avec Est-ce plaisir. que tu aurais un mot de fin? Quelque chose... Oui. Alors 2 Un ou mot de 3, fin. si tu veux. On a beaucoup parlé de feedback. Oui. Je dirais qu'aujourd'hui, on vit dans un océan d'informations et dans un désert de feedback. C'est vrai. Et que je vous encourage à créer vos oasis de feedback autour de vous pour développer justement une performance collective durable. Parce que c'est vrai que l'humain, je pense qu'il faut juste remettre l'humain un peu au milieu du... Complètement. Et on parlait d'exemplarité. Et donc même en tant que manager, quand je parle de feedback, il n'y a pas que donner du feedback correctif. Il y a aussi savoir donner du feedback positif. Et ça, il est trop souvent oublié. J'ai pas parlé de l'équation de la performance, mais bon, sur le mot de la fin, c'est peut-être un peu tard, mais... Non, tu peux. Hein. Je peux. Bon, ok. En gros, donc l'équation de la performance, c'est une équation qui dit performance égale potentiel moins interférence. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que faut que j'illustre pour que ça parle plus à ceux qui nous écoutent. Mais donc, moi, je fais de l'ultra trail. J'ai fait par exemple la Diagonale des Fous, qui est un des très connus. Oui. Je l'ai faite en famille avec mes frères, mon père, mon cousin, etc. On était 8 sur la ligne de départ. À l'époque, notre potentiel maximum, on n'aurait jamais pu faire mieux que notre potentiel. Notre potentiel max, avec l'expérience qu'on avait, avec l'entraînement qu'on avait, etc., c'était de la faire en 50 heures et d'arriver à 8 au bout. Et c'est déjà pas mal. Et ça aurait été super. Ensuite, on a eu tout un tas d'interférences qui sont venues nous ralentir et amoindrir notre performance. La vie, finalement. La vie, voilà, ça se passe pas comme prévu. Au début, on a été grisé par l'ambiance, on est parti un peu trop vite, on s'est cramé. Il y en a un qui s'est blessé, qui a le syndrome de l'essuie-glace. Un autre qui a eu on a eu plusieurs nuits blanches. Il y a eu un qui a eu des problèmes d'alimentation, qui a eu des vomissements. Un autre qui a eu des hallucinations, des pierres qui devenaient des visages. Enfin bref, on a eu plein de choses. On a eu des coups de chaud dans la montée de Roche Plate. Le Jumanji ou Koh-Lanta? Ah ouais, c'était vraiment, c'est une sacrée aventure ce truc-là. Et à la fin, avec toutes ces interférences, on a mis 62 heures et on n'est arrivé qu'à 7 sur 8. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrivait plus à s'alimenter et qui a dû abandonner. Et donc notre performance, c'était notre potentiel max, on n'aurait jamais pu faire mieux, moins toutes nos interférences. Et avec le feedback, vous avez un formidable outil de performance, parce que vous avez le feedback positif qui permet de maximiser le potentiel, de comprendre ce qu'on a bien fait et de le garder pour la prochaine fois. Parce qu'on sait, parfois on fait des trucs bien, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait de bien et de pourquoi ça a bien marché. Et on a le feedback correctif qui permet de minimiser les interférences pour faire différemment la prochaine fois sur ce qui n'allait pas. Et donc on a un formidable outil de performance et toute personne ou toute organisation qui ne va s'intéresser qu'à une partie de l'équation de la performance, que ce soit le potentiel ou les interférences, sera condamnée à une performance non optimisée. Il faut vraiment s'intéresser aux deux. Et donc en France, typiquement, on s'intéresse beaucoup plus souvent à réduire les interférences et très peu au potentiel. Et le corollaire de ça, malheureusement, c'est que ça résiste si on s'intéresse que aux interférences, parce qu'on manque d'estime de soi. Parce que quand on s'intéresse au potentiel, les gens se rendent compte de ce qu'ils font de bien, et donc le réservoir estime de soi se remplit, et quand on doit changer des interférences, on vient taper dans ce réservoir estime de soi qui est un peu l'énergie qui aide au changement pour faire mieux les prochaines fois. Et donc si on n'a pas ce réservoir et donc travailler sur le potentiel des gens, c'est beaucoup plus dur de travailler sur les interférences. À l'inverse de sociétés anglo-saxonnes par exemple, où là on est très fort pour le compliment, tout est awesome, amazing et compagnie, et on est plus dans le surcompliment d'ailleurs que le feedback positif. Ça c'est une des autres confusions entre feedback et autre chose. On confond beaucoup feedback avec compliment pour feedback positif et reproche pour feedback correctif. Et ils vont beaucoup moins travailler sur les interférences, et ça c'est quelque chose qui va les limiter.
Et donc, il y a donner du feedback en tant que manager pour créer l'oasis de feedback dans son équipe. Mais on a parlé d'exemplarité aussi au début. Donc, il y a en recevoir. On a parlé de sécurité psychologique. Donc, il y a comment est-ce que j'en demande, moi aussi en tant que manager, parce que je dois progresser. Et après, il y a comment est-ce que je réagis, moi, en tant que manager, au feedback de mes équipes. Parce que si je réagis comme un pied, si là, Jennifer, tu me fais un feedback et qu'en fait, je t'explique que mais non, mais t'as rien compris, que je me mets en colère. Et que, ça arrive aussi, ça. Voilà, et ça arrive. Ou que je m'énerve, ou que je fais la tête, que je me mure dans le silence, ou que. Enfin, il peut se passer plein de choses. L'ambiance dans le service, déjà, c'est dangereux. Voilà, donc tu voudras plus me faire de feedback. Donc, non seulement, je vais me couper de plein de potentiel de développement pour moi, parce que tu me feras plus de feedback. Deuxièmement, je vais... moi, en tant que manager, je vais attendre de toi que tu réagisses correctement au feedback. Et on a dit que... on a vu qu'on agissait beaucoup par mimétisme. Donc, si moi, je réagis en me justifiant, quand moi, je te ferai un feedback, tu vas réagir pareil. En te justifiant. Voilà. Donc, c'est vraiment les deux trucs. Si je réagis mal en tant que manager, je vais faire que les autres réagissent mal. Et deuxièmement, je vais me couper de moi de futurs feedbacks. Donc, il y a la meilleure réaction, tout simplement, on reçoit un feedback, on dit merci. Voilà, comme on a dit, le feedback est un cadeau. C'est un cadeau. Je reçois un cadeau, merci. Et il va peut-être être mal fait, le feedback, parce que les gens ne sont pas formés. Comme il y a des cadeaux parfois qui ne nous plaisent pas, et malgré tout, quand le cadeau ne nous plaît pas, on ne va pas expliquer à l'autre que son cadeau il est pourri et que c'est la dernière fois qu'il nous fait un cadeau. Oui. Donc voilà, on dit merci. Et on essaie de susciter d'autres cadeaux à l'avenir, et puis après peut-être de refaire d'autres feedbacks plus tard, d'expliquer ce qu'on a fait avec le cadeau, ce qu'on a été, voilà. Mais donc on dit merci, on teste, et une fois qu'on a testé, on retourne voir la personne de l'intelligence émotionnelle pour lui dire ce que ça a donné. Ça repose sur les relations humaines. Ouais, et que ça ait marché ou pas. D'ailleurs, on peut retourner voir la personne et dire voilà, j'ai expérimenté ton feedback, voilà ce que ça a donné, parce que la personne se dit waouh, mais il m'a demandé un feedback à moi, donc déjà moi je compte, je me sens considéré. Je lui ai donné mon feedback et il m'a dit merci. Il m'a pas expliqué que j'avais rien compris, que j'étais débile, il s'est pas justifié, il a pas ça. Mais il a pas dit merci par politesse. En plus, il ou elle a été testé, expérimenté ce feedback, et il ou elle est revenu me voir pour me dire ce que ça avait donné. Donc je sais que ça rentre pas dans l'oreille d'un sourd, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et que la prochaine fois que j'ai un feedback à donner ou que j'ai une idée à partager, je peux le faire, je me sens en sécurité psychologique, on va parler de sécurité psychologique, je suis en sécurité psychologique, je peux partager, et donc voilà, peu à peu de fluidifier comme ça la communication dans l'équipe et le fait que tout le monde s'entraide et progresse et d'avoir une performance collective durable. Eh bien écoute, merci beaucoup. On se retrouvera bientôt pour un nouveau podcast avec un nouvel invité, toujours dans le monde de la gestion de patrimoine. Merci pour ton accueil, Jennifer, et avec plaisir, à bientôt. Merci, au revoir.